Visiter le Gers, découvrir son patrimoine exceptionnel, c'est faire une halte à La Romieu, petite commune du canton de Lectoure, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ici s'y termine en effet le chemin par Rocamadour, tandis que la Sauveté est une étape du chemin par le Puy. Bassin de vie depuis la préhistoire, La Romieu tient son nom de Laroumiu, signifiant en gascon pèlerin, en souvenir du moine allemand Albert et d'un compagnon qui, rentrant de Rome, s'arrêtèrent en ces lieux pour y implanter une petite fondation ecclésiastique. La cella fondée par les pèlerins en 1062 devint rapidement le siège d'un prieuré bénédictin qui attira la population alentour. On peut d'ailleurs distinguer sur la place de la mairie l'emplacement de la première église qui fut détruite lors de la Révolution. C'est au XIVe siècle que le village, annexé à l'Angleterre depuis 1279, prit de l'importance. Parmi les petits seigneurs résidant à La Romieu se trouvait la famille d'O. L'un des fils, Arnaud d'O, né entre 1265 et 1270, embrassa une brillante carrière ecclésiastique. J'assistais au couronnement de mon ami et cousin Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux, au cours duquel il devint pape sous le nom de Clément V. Je devins évêque de Poitiers, puis camerlier, camerlingue du pape, ainsi que cardinal. À la mort de Clément V en 1314, j'assurai la mission de pape pendant 2 ans et fus envoyé au concile de Vienne pour résoudre la question des Templiers. C'est ainsi que naturellement, Arnaud fixa, en son pays natal et dans la pierre, sa réussite sociale et spirituelle. J'ai levé dans le village la collégiale Saint-Pierre, puis un cloître et un palais où je créai un collège de 14 chanoines réguliers, dirigé par un doyen et un sous-doyen. Classé aux monuments historiques et patrimoine mondial de l'humanité, l'ensemble architectural de La Romieu est un magnifique exemple du mécénat exercé par des dignitaires de la cour papale d'Avignon. Je fis construire la collégiale en un temps record de 6 ans, entre 1312 et 1318. Elle n'offrait pas de porte à la rue puisqu'il s'agissait d'un bâtiment privé. Entrons donc par le cloître. Situé au nord de l'église, il s'agissait d'un lieu de vie privée réservé aux chanoines. Le cloître est formé de 4 galeries avec arcatures à baies géminées et trilobées, et 4 portes en permettaient l'accès. L'arc est traité comme une fenêtre gothique avec tout un réseau de remplage. Il possédait à l'origine 2 étages. On peut encore distinguer les traces de corbeaux qui servaient à soutenir ces étages, ainsi que des restes d'éviers. C'est avec le passage de Montgomery et des troupes protestantes lors des guerres de religion qu'en 1569, un incendie ravagea les étages en bois. On peut également constater les dégâts causés sur les piliers largement érodés par la puissance du feu. Une première restauration de certains d'entre eux commença en 1933. Cependant, ils n'ont pas été réalisés avec le même calcaire et proposent des ornementations qui ne reposent sur aucune certitude de cohérence historique, esthétique et symbolique. C'est pourquoi, lorsque la restauration reprit en 1966, dans l'ignorance de l'exactitude des motifs, il fut préféré de ne pas mettre d'ornementation. Cette fois-ci, les piliers furent reconstruits dans le calcaire d'origine de Lectoure. Bâtiment privé jusqu'à la Révolution, période à laquelle elle sert de maison du peuple, devient propriété de la commune et devient église paroissiale en 1804, on ne pénètre aujourd'hui dans l'église que par le portail nord, surmonté d'un porche qui s'ouvre dans la première travée. L'église offre un vaisseau unique que termine à l'est un chevet polygonal. Nef et abside sont entièrement voûtés d'ogives au profil adouci en amande.
Si par la nef unique l'église pourrait se rattacher au style gothique méridional, les rapports de ses dimensions, ses volumes, dénotent une forte influence de l'art du Nord. À l'origine, le chœur représentait les trois quarts de l'église et était séparé de la nef par le jubé. Celui-ci séparait les chanoines des bénédictins qui entraient par la porte à mi-hauteur pour écouter la messe mais n'avaient pas le droit au chapitre. Le jubé fut également détruit lors de la Révolution. L'église était richement décorée et entièrement peinte, dotée de trésors volés depuis. En 1864, on décida un décapage général pour faire une décoration de pierre de taille. Subsistent uniquement 3 écussons sur le tympan intérieur de la porte d'entrée. Une restauration des vitraux fut entreprise à la même époque. Seul le visage du Christ au centre de la rose ouest date du XVe siècle. On peut également remarquer la rose du Nord, triangulaire, qui présente la particularité d'être décentrée par rapport à l'axe de l'arc formeret. Le même décentrement est visible à l'extérieur par rapport à l'axe du porche. Je ne pus longtemps profiter de ma collégiale puisque j'allais décéder en 1321. Je repose dans mon tombeau à la droite du chœur. Mes neveux y reposent également dans les 3 autres enfants. Plus étonnant, sous le sol de l'église, sous une grande pierre ont été découverts 2 corps. Ils seraient probablement une centaine, appartenant à la famille d'O. Les fouilles n'allèrent pas plus loin et le mystère reste entier sur la présence d'un seul ou de plusieurs caveaux. À gauche du chœur, on pénètre dans la tour octogonale composée de 3 belles salles superposées, voûtées d'ogives et éclairées par des fenêtres étroites. Au rez-de-chaussée se trouve la sacristie, dont la richesse de l'ornementation laisse imaginer l'apparat originel de l'église. Il s'agit de peintures à la détrempe datant du XIVe siècle, restaurées au titre de conservation en 2013. Sur la rangée supérieure présentant des personnages, on distingue le Christ, Marie, des apôtres et des martyrs. J'apparais quant à moi sous le Christ, entouré de cardinaux et d'évêques, ainsi que du pape Clément V. Au plafond, les visages des anges du jugement dernier sont noirs. La raison en est que la peinture à base de plomb blanc s'est oxydée. Le premier étage de la tour octogonale était réservé aux chanoines qui avaient là leur salle capitulaire. Entre les 2 étages de la tour, un accès est permis sur le dessus des voûtes de l'église qui n'avait pas de toiture, mais était une simple terrasse. On peut voir les rigoles qui permettaient l'évacuation de l'eau de pluie. On remarque par ailleurs une pierre arrondie marquant la clé de voûte. Au second étage était installée la salle des archives. Les trous dans les murs laissent penser qu'il s'y trouvait des étagères. Au 3e étage, on trouve un belvédère ajouré de 14 fenêtres. Couronnant l'ensemble, après 168 marches, on trouve le chemin de ronde et la toiture. Autre tour de la collégiale, la tour carrée, bâtie au-dessus de la galerie du cloître.
Elle contient des cloches, dont une, la plus grosse du Gers, pesant 900 kg, est par ailleurs l'une des plus vieilles du département. L'originalité de cette tour se situe à la base de son escalier, qui sur les 11 premières marches est à double révolution. Dans le petit couloir circulaire creusé dans le mur pour rejoindre les deux escaliers, on trouve 3 meurtrières qui permettent tout à la fois de voir le cloître, l'église et la tour du palais. Je ne fis en effet pas une simple fondation religieuse. J'y ajoutai un palais dont il ne reste qu'une tour, quelques maisons et une partie du mur d'enceinte avec sa porte ouest. Ce palais était destiné à recevoir mes appartements et ma suite, et son emplacement me permettait un accès privilégié dans l'église collégiale. Vraisemblablement constitué de plusieurs maisons particulières articulées autour de cours centrales, le palais fut vendu à la Révolution française bien nationale et carrière de pierre. Les étages disparurent à cette époque-là. On peut voir aujourd'hui la tour dite du Cardinal, ainsi que les murs du palais qui servent aux maisons d'habitation derrière la collégiale. Flâner dans l'art au mieux fait voyager dans le temps et rend le visiteur témoin de la richesse du milieu où évoluait son fondateur Arnaudot. Un milieu raffiné, extrêmement créateur, d'une richesse artistique propre, caractéristique du monde méridional du début du XIVe siècle. On y croisera beaucoup de chats, sculptures cachées ici et là qui relatent la légende d'Angéline. Cette fillette amoureuse des félins cacha ses 2 chats lors d'une disette après le rude hiver de 1338, alors que les habitants se mettaient à les manger. Des temps plus cléments revinrent, et il n'y eut plus de chats pour chasser les rats qui proliféraient au point de menacer les récoltes. Grâce aux 2 chats survivants d'Angéline et de leur chaton, les rats disparurent rapidement, et Angéline sauva ainsi l'art au mieux d'un nouveau malheur.